madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir des amoureux, des passionnés de la lecture. Et donc, j'ai la chance de recevoir 2 participants aujourd'hui. Donc, sur ma gauche, nous disons bonsoir à Cassandre Cléon, auteure et blogueuse. Sois la bienvenue, Cassandre, sur le plateau de Zouk TV. En face de Cassandre, nous avons un monsieur cette fois-ci. Nous disons bonsoir à Pierre-Philippe Landau, qui est un habitué de l'émission, puisque j'ai déjà eu l'occasion de présenter certains livres antérieurement. Et voilà, aujourd'hui, ce sera un album de photos dont je vais parler et qui plaira, j'espère, à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, comme chaque mercredi, nous avons la possibilité de voyager dans le temps, dans l'espace, dans les époques, revisiter notre Martinique, mais aussi notre bonne vieille terre. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'exception à la règle. Donc, c'est pour cela que nous allons nous tourner tout de suite vers Cassandre. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais parler du livre de Valérie Capel, « Soutenir un proche et prendre soin de soi ». Alors, donc, ce livre, cet ouvrage, rentre dans la thématique, en fait, des aidants, des proches aidants. Donc, je reviens sur la définition. Qu'est-ce qu'un proche aidant pour les téléspectateurs ? En fait, c'est une personne qui s'occupe d'un parent, d'un enfant, d'un ami, d'un voisin qui est fragilisé à cause soit de la maladie ou d'un handicap ou par l'âge. Et donc ce proche s'occupe, comme je disais, au quotidien. Et donc Valérie Capel, dans cet ouvrage, donne en fait vraiment des pépites, des solutions. Et en fait, donc c'est un plaisir pour moi de parler de cet ouvrage. Et je précise aussi que donc cette thématique résonne particulièrement en fait en moi parce que j'ai été aidante pendant 8 ans. Auprès de ma mère, et j'ai lancé un défi, celui de résumer 12 livres sur la thématique des aidants en 12 semaines. Alors, je vous ai déniché ce petit cahier qui est petit mais costaud, parce qu'en fait, en 60 pages, il donne vraiment des clés pour soutenir les aidants et pour qu'ils prennent en fait soin d'eux. Alors, je reviens sur Valérie Capel, qui est l'autrice. Elle est de formation, donc c'est une orthophoniste. Elle est psychothérapeute, experte en accompagnement en fin de vie. Elle a écrit d'autres ouvrages également. Dans cet ouvrage, alors, elle commence vraiment, je dirais, très fort parce que la première phrase, donc c'est un proverbe, une sagesse populaire qui nous dit qu'un livre de cuisine n'a jamais nourri celui qui ne se met pas à la tâche pour cuisiner. Moi, je trouve que c'est excellent parce que dans l'émission, tu parles des amoureux de la lecture, donc on aime lire, mais si on ne met pas en pratique ce qu'on a lu, finalement, on n'a pas les bienfaits. Tout à fait. Donc j'ai vraiment apprécié ce premier proverbe et donc l'idée dans le petit cahier d'exercice, c'est vraiment pas à pas de voir comment on peut mettre en place des solutions. Donc notamment, elle parle de la reconnexion à la nature. Donc elle est très proche de la nature et pour elle en fait juste contempler, observer la nature, eh bien, ça permet d'être dans l'instant présent et justement de ne pas être dans le passé avec la culpabilité, des regrets, et ça évite d'être dans le futur avec les angoisses, avec les peurs. Donc elle invite vraiment les lecteurs à revenir au plus près de la nature et pas besoin d'aller très loin, juste par exemple commencer par regarder à travers la fenêtre les arbres, les nuages. Donc c'est exercer son regard et puis prendre ce temps pour se reconnecter à notre environnement. Donc ça m'a particulièrement plu. Et autre chose aussi, elle parle du silence
parce que lorsqu'on est en observation, eh bien, on fait le silence intérieur et ça nous permet d'être plus en communion justement avec notre environnement. Et il y a un passage que j'aimerais vous lire. Tu peux, nous sommes là pour ça. Alors, ce passage, je l'ai noté là. Donc, la nature aurait une fonction thérapeutique. Ah oui, tout à fait, exactement. Alors, donc, la parole permet de communiquer, le silence permet de communier. Je continue. Dans la nature, que ce soit en forêt, à la campagne, à la montagne, au bord de l'océan ou d'un lac, cet espace qui s'offre à nous est un rendez-vous extraordinaire pour accueillir ce qui est, dans la plus grande simplicité. Si vous en avez la possibilité, je vous invite à prendre un temps pour vous, dans la nature, et à vous y asseoir pour contempler et écouter juste ici, à l'endroit où vous êtes assis. L'intention est d'aller à la rencontre de votre silence intérieur, ce silence si particulier a tant à vous dire. Donc ça m'a vraiment, interpellée parce que faire ce silence intérieur, parce qu'on a souvent, donc comme elle le dit dans son ouvrage, les aidants ont beaucoup de tracas, de difficultés, et faire ce silence, s'apaiser grâce à la nature, c'est une des clés qu'elle propose. Et elle parle aussi de la méditation. Donc quand on parle de méditation, vraiment mais quelque chose de très simple, c'est être présent dans le moment. Et j'aimerais vous lire un autre passage qui est vraiment qui donne je dirais encore une clé importante pour bien voir les bienfaits quand on veut soutenir un proche qui est fragilisé, qui est dans une certaine souffrance finalement. Donc comment en tant que proche aidant la méditation peut nous aider à mieux accompagner en fait notre parent ou notre proche. Alors la phrase est juste là. Voilà. Alors, en ayant expérimenté votre silence intérieur, vous serez certainement plus à l'aise en étant aussi parfois silencieux, à côté d'un proche trop affaibli par la maladie pour parler avec vous, ou même pour vous écouter. Une présence silencieuse, pleine et entière peut ouvrir un espace de cœur à cœur qui n'a pas de limite. Il s'agit alors du silence habité. Donc, j'ai vraiment apprécié cette partie-là parce qu'on parle beaucoup de communication. Et là, être dans le silence, c'est une forme aussi de communication qui peut apporter un apaisement pour notre proche qui est fragilisé, qui ne peut pas forcément soit s'exprimer sur le moment. Et donc ce silence intérieur du proche aidant, de la personne qui aide, lui fait du bien à lui-même, mais il fait aussi du bien à l'autre. Donc voilà, c'était... il y a d'autres pépites dans l'ouvrage. Mais vraiment, c'est ce qui a résonné le plus fort en moi, en tout cas, quand j'ai lu l'ouvrage. D'accord. C'est une des choses qui m'a interpellé quand tu as lu quelques extraits tout à l'heure, notamment avec la nature. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de fonction thérapeutique. Parce qu'on a tendance à vouloir naturellement chercher peut-être un médicament pharmaceutique, à chercher peut-être, je sais pas moi, plusieurs astuces techniques. Et puis, ce qui est à notre disposition, on néglige ou bien on la sous-estime. Et donc, tu as parlé de bord de mer, tu as parlé de campagne, de montagne, de lac. Donc, on a une panoplie, de remèdes naturels. Et j'allais poser la question, tu as un petit peu répondu, j'allais poser la question, si on est dans une grande ville, est-ce que la nature c'est mort ou bien pour moi
il faut déménager peut-être à la campagne? Pas besoin de déménager. Effectivement, ce qu'elle dit dans l'ouvrage, c'est que la nature est vraiment à proximité. On peut tout simplement aller dans un parc, même dans les grandes villes. Il y a des parcs, il y a quand même 2-3 arbres. Et donc, pas besoin d'aller très loin, pas besoin de déménager. Et ce qu'elle dit, c'est vraiment de faire avec ce qu'on a. Faire avec ce qu'on a et que les clés sont en nous. Et par rapport à la nature, c'est éveiller nos sens à la nature. Donc par exemple, la vue, regarder les nuages qui défilent, prendre ce temps-là, écouter les oiseaux. Et, par exemple, vraiment ressentir le vent. Donc c'est vraiment utiliser les sens pour être au plus près au contact de la nature, pour pouvoir s'apaiser, pour être suffisamment équilibré, être en harmonie, pour mieux aider la personne que l'on soutient. D'accord. Donc, tu as dit que... Alors, redonne-moi le nom de l'auteur. Valérie Capel. Valérie Capel, oui. Donc, tu as dit que elle donne pas mal d'astuces. C'est avec la nature ou bien la nature principalement? Ce qui a le plus résonné en moi, c'est la nature. Mais elle donne vraiment une liste. Voilà, il y a une liste beaucoup plus détaillée. Et donc, ce sont effectivement des exercices. Et à mon sens, le lecteur va choisir ce qui résonne le plus en lui, puisqu'elle parle pas de solutions, elle parle de pistes à explorer. Donc, elle est vraiment elle a beaucoup d'humilité pour laisser tout un chacun le souhait, le loisir de faire ce qui sera le plus approprié pour lui. Voilà, c'est ça. Et juste en guise de conclusion, toi qui as eu l'occasion justement d'avoir une expérience de proche aidant, est-ce qu'il y a des choses que tu as eu l'occasion d'expérimenter à l'époque ou bien que tu aurais peut-être aimé savoir par la suite? La méditation, effectivement. Donc, je me suis mise en fait à la méditation peut-être, je ne vais pas dire tardivement, mais en tout cas, si j'avais su plus tôt que méditer, c'était justement être dans cet instant présent, être en observation, voilà, de ce qui nous entoure, de la nature, faire ce type de pause, eh bien, voilà, ça m'aurait aidé beaucoup plus tôt. Donc, elle parle de ça. Donc, c'est vraiment des listes de solutions qu'elle propose. Et puis, la nature, pour revenir sur la nature, parce que la nature m'a beaucoup aidée quand moi, effectivement, j'accompagnais ma mère. Et j'ai toujours ressenti une connexion avec la nature. Et dans les résumés de livres que je propose, donc celui effectivement de Valérie Capel, eh bien, je le résume avec la nature. Parce que la nature a vraiment ce côté apaisant qui fait du bien. D'accord. Merci beaucoup, Cassandre. Nous allons, puisque tu as dit tout à l'heure, apprendre, lire, c'est important, mais quand on met en application, c'est encore mieux. Donc, peut-être tu vas donner aux téléspectateurs ou à Monsieur Landau l'idée de mieux utiliser la nature dans notre quotidien. C'est pas seulement le soleil qui nous éclaire, qui nous illumine, mais on peut utiliser... Oui, la nature a une espèce de version d'impact thérapeutique, quoi, si je peux dire, si j'ai bien compris ta présentation. Mais je veux juste te poser une question. Les dents, on en a entendu parler quand même à plusieurs reprises, il n'y a pas de statut juridique officiel de l'aidant. Il était question d'en créer un, je crois, si mes informations sont bonnes, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, dans son livre, elle n'en parle pas, mais effectivement, il y a un statut pour les aidants. Oui. Quand ils s'occupent d'un proche, ils peuvent effectivement avoir une rémunération si vraiment ils s'occupent d'eux. Mais quand on parle d'aidants, on parle souvent des personnes qui ont déjà une vie professionnelle et à côté de leur vie professionnelle, ils s'occupent de leurs parents. D'accord. Donc, concilier vie professionnelle et vie personnelle,
C'est assez difficile. Oui, c'est pas forcément évident. Oui, bien sûr. Oui. Et effectivement, donc il y a des associations comme le collectif Je t'aide, l'AMAF, l'association martiniquaise des aidants familiaux, qui aident les aidants, et surtout le collectif Je t'aide qui fait avancer les choses auprès des pouvoirs publics pour changer les lois, pour améliorer les dispositifs, pour que les aidants, la voix des aidants soit reconnue, de manière satisfaisante, quoi. Et tout à fait. D'accord. Et une chose il ne faut pas oublier, nous avons Cassandre qui s'est lancé ce défi de plusieurs semaines qui justement permet de sensibiliser à la problématique de l'IDAN. Cassandre, c'est une militante en quelque sorte. Oui, d'une certaine façon. Au sens positif. Au sens positif du terme, bien sûr. Le mot militant est un mot fondamentalement positif. À la base, oui. Malheureusement, parfois, il a tendance à dévier. Mais dans le cas de Cassandre, c'est un joli combat. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Cassandre. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de l'ouvrage et son auteur, s'il te plaît? Alors, le titre de l'ouvrage, c'est Soutenir un proche et prendre soin de soi, de Valérie Capel. D'accord, qui s'affiche à l'écran à l'instant. Joli dessin, belle illustration. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Cassandre, pour cette problématique, cette sensibilisation que tu nous fais, qui n'est jamais de trop. Donc, ce qui va... on a parlé de difficultés avec la question des proches aidants. On va parler, je pense, d'une autre difficulté avec Pierre-Philippe maintenant. Oui. Donc, de quoi vas-tu nous parler? Alors, je vais vous parler aujourd'hui du bagne de Guyane à travers un livre qui s'appelle Vision du bagne de Jean-Pierre Fournier et qui est avant tout un album photo qui répertorie un certain nombre de photographies, de très nombreuses photographies, je vois 200, 220, qui sont assez pertinentes et qui donnent une idée très 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 précise de ce qu'était le bagne, de ce qu'a été la vie au bagne et le fonctionnement du bagne de Guyane, de Guyane donc. Mais l'album est accompagné, les photos sont accompagnées quand même de commentaires intéressants, de commentaires qui donnent une idée eux aussi de la manière dont tout ça fonctionnait. Voilà. Alors je vais suivre, si vous permettez, chers téléspectateurs, je vais suivre le plan de l'album, c'est-à-dire que le livre est divisé en 10 chapitres. Et je vais chaque fois vous donner le titre des chapitres que j'évoque. Alors, on va commencer par le chapitre 1, qui est un chapitre qui correspond à l'historique, si vous voulez, du bagne et à sa philosophie. Parce qu'il y a une philosophie quand même qui a prédominé dans la création du bagne. Bon, il y a pas que de la philosophie, il y a eu aussi des considérations pratiques, puisque on commence à mettre le bagne en place en Guyane dans les années 1850, 1855. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à une période pendant laquelle il y a une certaine répression qui s'abat sur les opposants politiques en France, puisque c'est la période du Troisième Empire, et que donc Napoléon III a pas mal d'ennemis, dont il doit se débarrasser de contestataires, etc., de gens qui sont contre son régime. Et donc on cherche un moyen d'éloigner ces gens-là de la France, d'accord? Et donc Napoléon III et ses conseillers considèrent que ces gens-là, il faut les éloigner au maximum et les positionner, les envoyer loin aux colonies. Donc les colonies retenues sont la Nouvelle-Calédonie, mais aussi la Guyane. Donc on commence à envoyer les premiers bagnards en Guyane dans les années 1850. Mais c'est accompagné de toute une philosophie, c'est-à-dire que les idéologues, si vous voulez, impériaux de l'époque considèrent que le bagne c'est aussi un moyen de régénération. C'est-à-dire que ça permettrait éventuellement aux bagnards en vivant sous des cieux différents de ceux de la métropole, de connaître une nouvelle naissance et de se transformer, de devenir meilleur. Vous voyez? Donc, cette idéologie-là sera extrêmement présente, pertinente dans toute la durée donc, de l'existence du bagne, y compris jusqu'à la fin du 19e siècle. D'accord? Voilà. Alors, donc, dans un premier temps, il s'agit donc des opposants politiques à Napoléon III,
D'accord. Le bagne va connaître une période de léthargie, disons entre 1870 et 1885, c'est-à-dire justement après la perte du pouvoir par Napoléon III. Je signale néanmoins que c'est dans les années 1870 que une personne que nous connaissons bien en Martinique, qui est Lumina Sophie, sera envoyée au bagne en Guyane, où elle ne va pas rester longtemps, elle va rester, je crois, 2 ans, et elle va décéder au bout de 2 ans de bagne. Et Lumina Sophie notamment. Donc, il y a une période de léthargie jusqu'en 1885, et à partir de 1885, les effectifs du bagne vont exploser parce que justement cette idéologie-là dont j'ai parlé tout à l'heure va revenir à la mode. Et comme on est à une période pendant laquelle la société bourgeoise de la Troisième République s'installe véritablement en France, ces bourgeois-là sont extrêmement désireux de maintenir l'ordre social et la paix sociale en France. Donc ils vont se mettre à envoyer massivement en Guyane tous les gens qu'ils estiment déviants par rapport à la norme sociale. D'accord ? Et donc, il y aura de plus en plus de bagnards. D'accord ? Et ces gens-là sont envoyés toujours selon la même idéologie. C'est-à-dire que il est question de les régénérer, de les faire redémarrer de les régénérer. Et aussi, il y a une chose importante que j'oublie, il y a quand même une nouvelle notion qui arrive à ce moment-là, c'est la notion de gangrène sociale. C'est-à-dire que les idéologues de l'époque considèrent que un assassin, un criminel, un voleur, un faux-monnayeur, que ces gens-là constituent une espèce de plaie de la société, et qu'il n'est pas question de les garder en métropole. Et que pour se défendre, la société doit absolument les éloigner très 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 loin. D'accord ? Et donc, ça va concourir à renforcer un petit peu le côté répressif du bagne, et donc les effectifs vont exploser à partir des années 1885. Les effectifs seront renforcés par un deuxième élément, c'est que alors que jusque-là, ce sont les gens qui avaient été, convaincus de crimes ou de délits graves qui étaient envoyés au bagne, à partir de 1885, et il y aura une loi de 1933 qui va renforcer ça. À partir de 1885, on va considérer justement que les récidivistes, tous les récidivistes, quel que soit ce qu'ils ont pu commettre comme délit, même des délits mineurs, d'accord, par le simple fait qu'ils sont récidivistes, ils ne peuvent pas rester en métropole. Que la récidive, c'est une espèce de maladie qu'il faut traiter, et les récidivistes, même de délits mineurs, vont être systématiquement envoyés en Guyane. Dans le but de se rapprocher de la fameuse nouvelle renaissance. Oui, dans le but, effectivement, de trouver en Guyane des conditions climatiques, puisque tout ça s'entremêle, des conditions climatiques qui vont leur permettre de devenir des êtres humains différents de ce qu'ils avaient été antérieurement. D'accord ? Et donc, le nombre de bagnards va s'accroître. Il va s'accroître aussi sur la même lancée en 1933, parce que cette loi-là de 1885 sera renforcée. D'accord ? Et c'est en vertu de cette loi-là que Médard Ribot, le fameux bagnard du diamant, va être envoyé en Guyane. D'accord ? Voilà, donc ça c'est le premier élément. C'est bon. Alors, en ce qui concerne donc la Guyane, si vous voulez, dans son ensemble, devient une terre de bagne. Alors, toute la Guyane est concernée par le bagne. D'accord ? Et en particulier la partie côtière de la Guyane. La Guyane, c'est quand même 85 000 km². C'est 85 fois la Martinique, c'est immense. Et donc, il y a largement de quoi accueillir tous les camps de bagnards, de travail, tous les pénitenciers possibles et imaginables. Et donc, tout le territoire sera concerné. En particulier la région de Saint-Laurent-du-Maroni,
qui est à l'ouest, à l'est, à l'ouest de la Guyane. C'est la partie qui est juste en face de la Guyane hollandaise de l'époque, qu'on n'appelle pas encore le Suriname, mais qui va s'appeler par la suite le Suriname, donc la partie le long du Maroni, avec deux centres en particulier, le centre de Saint-Laurent et au sud le centre de Saint-Jean du Maroni. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Vous avez la région de Cayenne et les îles du Salut, qui est un centre de répression extrêmement efficace et actif. Et puis vous avez beaucoup d'installations le long des fleuves, parce que la Guyane a une géographie assez particulière. C'est un territoire immense, très boisé et avec de très larges fleuves. Donc ces fleuves-là sont des moyens de pénétration à l'intérieur du territoire et ça sert à envoyer les bagnards en forêt, en fait. Donc, le bagne, ce qu'on appelle en réalité bagne, c'est tout un système. Alors, ce qu'on appelle en réalité le bagne, c'est tout un système. C'est tout un système administratif de coercition des emprisonnés, mais qui est localisé à des endroits bien particuliers. Exact. Alors, les endroits principaux, bon, je les ai déjà évoqués en particulier. Il y a, donc je reviens là-dessus, parce que ce sont vraiment des points absolument centraux. Vous avez le camp de Saint-Laurent-du-Maroni, qui s'appelle le camp de la transportation. On va voir ce que ça veut dire. À Saint-Jean-du-Maroni, vous avez le camp de la relégation. D'accord ? Aux îles du Salut, vous avez, c'est un territoire où on procède à la déportation et à la réclusion. Ce sont des termes administratifs qui vous donnent une idée de la manière dont le bagne était géré. Le bagne, c'était une administration à part entière. Et le directeur de l'administration pénitentiaire, le fonctionnaire responsable de l'administration pénitentiaire, était plus puissant que le gouverneur de Guyane, tellement il avait de responsabilités, de territoires qui dépendaient de lui et d'agents sous sa responsabilité. Il y avait des milliers de gardiens, de surveillants de bagne pour surveiller, pour encadrer les bagnards. D'accord ? Donc, le directeur de l'administration pénitentiaire était un véritable... dirigeait pratiquement un État dans l'État. Et je vous dis que les logements de fonction, par exemple, de ces fonctionnaires-là, qu'on aperçoit à Cayenne et surtout à Saint-Laurent, c'était des villas, mais absolument sensationnelles, quoi. Bon, des villas créoles avec balcon, avec véranda, avec, 10 ou 12 pièces. Enfin, vraiment, c'était des gens qui avaient une certaine puissance parce que le système leur reconnaissait un rôle fondamental dans la répression de la criminalité, en France, quoi, si vous voulez. Bien. Alors, j'ai employé des termes tout à l'heure. Là, je suis au 3e chapitre, si vous voulez, de ma présentation de l'organisation du livre. J'ai employé des termes assez particuliers. Alors, j'ai employé le terme de déportation. C'est quoi la déportation ? La déportation, c'est le fait de concerner les prisonniers politiques. Et des prisonniers politiques, puisqu'on a vu que le bagne, au départ, c'était un système de relégation politique. Voilà, donc il y avait des prisonniers politiques et aussi les traîtres, ceux qu'on considère comme des traîtres, qui étaient relégués, si vous voulez, étaient emprisonnés aux îles du Salut. Les îles du Salut, donc ce sont 3 îles de 15 km, qui sont à 15 km des côtes de Kourou, donc au large de Kourou, et qui étaient très difficiles d'accès. D'accord ? Donc c'est là qu'ils sont installés les déportés, d'accord ? Et donc tout le monde a à l'esprit un déporté extrêmement célèbre qui a été le capitaine Alfred Dreyfus. Quand il a été convaincu de trahison, il a été déporté à l'une des îles du Diable, c'est-à-dire à l'une des îles du Salut, pardon, plus spécifiquement l'île du Diable, d'accord ? Où il est resté 4-5 ans et tout, mais il n'a pas été le seul. Il y a eu beaucoup d'autres prisonniers politiques qui sont passés par les îles du Salut. Bien. Ensuite, vous avez... alors, toujours aux îles du Salut, on va rester aux îles du Salut. Vous avez une deuxième catégorie de bagnards qui sont les reclus ou les reclusionnaires. Bon, il y a les deux termes. Qui c'est ces gens-là ? Ce sont des bagnards qui
après être restés un certain temps en Guyane, se sont rendus coupables de crimes, ou bien qui ont tué des camarades à eux, des bagnards comme eux, ou bien qui ont tenté de s'évader et qui ont été repris. D'accord? Alors ces gens-là, on considère qu'ils sont vraiment incorrigibles et on les balance, on les envoie aux îles du Salut. D'accord? Où ils vivent dans des conditions extrêmement dures, puisque, on va voir tout à l'heure, ils connaissent le système de la réclusion, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés pendant un certain temps dans des cellules qui n'ont même pas de toiture. Les toitures sont constituées de grillages. Et vous avez un surveillant qui fait les 100 pas sur le grillage. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, le type est allé enfermé, mais rien ne le protège des intempéries. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il gueule. Et il y a un surveillant qui le surveille en permanence. Oui, moi je pense à la saison des pluies en Guyane. Alors, tu as bien fait d'évoquer ça, parce que la saison des pluies, vu ce qu'elle est en Guyane, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Hein. C'est-à-dire qu'il pleut pendant 4 mois, et il pleut comme si, comme lors du cyclone Din ici. Donc tu imagines ce que vivaient ces types-là. Bon. Donc, il y a la transportation. La transportation, c'est le système le plus commun, si vous voulez. C'est quoi la transportation? La transportation, c'est le fait d'emprisonner à Saint-Laurent, donc, des bagnards qui ont commis des crimes. D'accord? Qui ont commis un crime grave, qui ont tué, qui ont fait de la fausse monnaie, qui ont volé des sommes importantes. Le camp de la transportation. Le camp de la transportation est un camp fermé, bien évidemment, c'est-à-dire que les bagnards, ils vivent donc dans ce camp-là, qui est constitué de grandes baraques collectives de style créole. Ils sortent travailler et ils rentrent le soir, où ils sont enfermés dans le camp. D'accord? Bien. On va voir des détails plus tard. Et vous avez en 4e lieu le système de la relégation. La relégation, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça concerne des gens qui n'étaient pas au départ des bandits avérés, mais qui ont commis des petits crimes, voire des larcins, mais en récidivant, et qui ont, de ce fait-là, été envoyés en relégation à Saint-Jean-du-Maroni, qui est au sud de Cayenne. D'accord? Donc, on considère qu'il y a eu à peu près 17 000, sur toute la période qui nous intéresse, c'est-à-dire toute la période du bagne, sur environ un siècle à peu près, il y a eu environ 17 000 relégués et 52 000 transportés. Alors, ces gens-là, ils ont chacun un uniforme. Hein. Les relégués, les transportés, les déportés et les réclusionnaires ont chacun un uniforme rayé de couleurs différentes. Attention, donc on peut les reconnaître rien qu'en les voyant. On sait si un tel est relégué, si un tel est transporté, si un tel est déporté, etc., etc., etc. Donc ça renforce la répression. Et puis leur numéro matricule est marqué sur leur costume. C'est-à-dire que quand ils arrivent au début de leur emprisonnement, on leur attribue une tenue et puis on marque leur numéro matricule sur la tenue. D'accord? Donc les types sont bagnards, mais 24 heures sur 24. D'accord? Bien. Donc voilà pour cette 3e partie-là. Alors je voulais ajouter quelque chose d'assez important. Les Européens blancs sont une grosse majorité, mais ils ne sont pas la majorité des... Ils sont la majorité des bagnards, hein, d'accord, quantitativement parlant, mais ils sont accompagnés de fortes minorités, d'accord, et en particulier de minorités comme par exemple les Arabes, les Maghrébins, qui sont assez nombreux, environ 20 à 25%, ce qui est beaucoup. Pourquoi les Maghrébins? Parce qu'à l'époque, la France mène les guerres coloniales et que beaucoup de gens qui se dressent contre la France, qu'ils soient maghrébins ou autres d'ailleurs, sont jugés et envoyés en Guyane. Il y a des Malgaches, il y a des gens comme ça, hein, des Indochinois, des Vietnamiens, des Cambodgiens qui sont là-bas. Et il y a bien évidemment quelques Antillais,
D'accord? Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Il y a à peu près 7% de Noirs. On considère, y compris d'Africains. En tout, il y a à peu près 7% de Noirs. Mais c'est ce qui m'a quand même surpris lorsque j'ai lu cet album. C'est que, parce qu'on imagine toujours le bagnard européen qui débarque dans une colonie lointaine, il n'y avait pas que des Européens blancs. Il faut bien comprendre ça. Bien. Alors, ça c'est la troisième partie. On va passer au chapitre 4, qui est, que l'auteur a intitulé La vie au bagne. D'accord? Alors, ça va concerner plus spécifiquement le système de la transportation. La transportation, donc je vous l'ai dit, c'est le fait d'être emprisonné au camp de Saint-Laurent, de sortir du camp le matin après l'appel. Il y a 2 appels par jour, d'aller donc faire des tâches, des travaux forcés. C'est ça que fait le bagnard. Tout le temps, d'accord? Donc de faire des travaux forcés et de rentrer au bagne le soir et d'être enfermé dans des cellules collectives, d'accord? Alors le transporter, donc il y a, bon, alors qu'est-ce qu'ils font comme tâche de travaux forcés? Ils coupent du bois, d'accord? Ils tracent des routes en Guyane, qui est pratiquement inexistante à l'époque. Le bois guyanais est très dur. Le bois des arbres est très dur. Donc pour abattre un arbre, parce qu'il fallait non seulement abattre l'arbre, dont le bois était très dur, mais il fallait le transporter, le charroyer, le tirer. Et les types faisaient ça, à main nue, quoi, avec des cordes et puis terminé. Donc c'était un travail extrêmement pénible, extrêmement dur, où les bagnards, à l'occasion duquel les bagnards décédaient très souvent, d'autant plus qu'ils étaient mal nourris. Et puis c'était des gens qui n'avaient jamais mis leurs pieds dans un pays tropical, quoi. Donc c'était très 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 difficile à vivre. Alors il y avait aussi des travaux miniers et puis des travaux agricoles. D'accord, il y a quelques mines en Guyane, donc ils travaillaient dans des mines et puis ils faisaient aussi de l'agriculture et de l'élevage, quoi. Voilà. Alors il y a une chose que j'ai oublié de dire, quelque chose d'extrêmement important. Concernant l'ensemble des bagnards, que ce soit les transportés ou les relégués, il y avait une loi qui disait, c'est surtout vrai pour les transportés, que lorsqu'un bagnard, écoutez bien, était condamné à 8 ans de bagne ou moins, d'accord, disons à 5 ans de bagne, 8 ans de bagne ou moins, prenons un exemple, 5 ans de bagne, il faisait ces 5 ans de bagne, et il devait rester en Guyane autant de temps qu'il avait fait au bagne avant de rentrer en France. Pour prouver sa transformation. Pour essayer d'être régénéré. Donc le type avait été condamné à 5 ans de bagne, mais en fait il restait 10 ans en Guyane. Oui. 7 ans de bagne, 14 ans en Guyane, jusqu'à 8 ans. Et quand le type était condamné à 8 ans ou plus, après son temps de bagne, il restait toute sa vie en Guyane. Impossible de rentrer en Europe, en France. C'est ça qui est l'une des causes qui a rendu le bagne aussi épouvantable. Parce que quand les gars terminaient on appelait ces gars-là des doublards. Les gars qui restaient encore autant de temps qu'ils avaient fait de bagne. En Guyane, ils n'avaient aucun moyen de subsistance. Ils devaient se débrouiller tout seuls. D'accord? Donc le livre explique ça, et le livre explique comment il vivotait tant bien que mal. Alors, chapitre 5. Dans le chapitre 5, effectivement, il est question de la relégation. Donc la relégation, c'est l'autre régime qui inventé et dont a souffert Médard Ribot, c'est-à-dire que on vous prenait... même si vous aviez commis c'était les récidivistes. Alors les récidivistes, ils avaient un système un petit peu plus disons supportable, dans la mesure où ils étaient astreints à une tâche le matin, d'accord, et puis l'après-midi ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, d'accord, mais il y avait des appels qui permettaient de contrôler leur présence dans la zone, dans le camp, et puis le camp n'était pas fermé. D'accord? Et c'est ce qui a permis notamment à Médard Ribot, qui était un relégué,
Ce qui lui a permis de tenir le coup, parce que lui, Médard Haribo, comme il avait des talents d'artiste, de sculpteur, il faisait des objets de son temps libre, et puis il allait les vendre à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc ça lui faisait un petit pécule, si vous voulez, et il arrivait à tenir le coup peu ou prou. Hein? Voilà, mais ce n'était pas le cas de tout le monde, hein, cette possibilité-là. Voilà, alors donc les relégués se débrouillent comme ils peuvent, et alors ils se débrouillent. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Alors ils essaient de se procurer des biens qui sont nécessaires à leur évasion. Donc, voilà pour les chapitres les plus importants. Je voulais également vous parler de la médecine au bagne. Donc, la médecine au bagne, c'est quand même occupe plusieurs enfin, c'est un point important du dispositif, parce que les types tombent très souvent malades, bien évidemment, qu'il fallait les soigner quand même. Alors la médecine est assez expéditive, hein. Oui. Les médecins, ce sont des médecins militaires, ils ne perdent pas de temps avec les gars, etc. Mais les gars tombent vraiment malades. Alors ils ont quoi? La lèpre, l'ankylostomiase, et puis il y a une troisième maladie qui les frappe souvent, c'est le paludisme. Oui. Voilà, ils ont souvent le paludisme, et bien évidemment ils meurent très souvent de ces maladies-là. Donc vous avez une mortalité qui est absolument effrayante chez les bagnards. Et donc, il y a des cimetières de bagnards qui parsèment le territoire, quoi. Alors, les gens ne se cassent pas la tête. Pour les gens qui sont aux îles du Salut, il n'y a pas d'inhumation, hein. Les bagnards décédés, ils sont immergés, tout simplement. Et ce sont les requins qui remplissent leur ventre avec le corps de ces malheureux-là, quoi. Hein. Il n'y a pas de cimetière à proprement parler. Alors, je continue en évoquant quand même un aspect de la vie au bagne, c'est-à-dire que c'est le chapitre 7 de la justice pour les bagnards. Bien évidemment, alors, vous imaginez l'ambiance, hein, des types qui sont mis les uns avec les autres, etc., ça crée des tensions. Donc, vous avez des bagarres entre les bagnards, des meurtres, etc. Donc, quand on attrape un bagnard et qu'on le juge, eh bien, il est donc jugé, et très souvent, il est ou bien reclus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien guillotiné, tout simplement. Voilà, purement et simplement, il y a 2 guillotines dans l'ensemble du système et du dispositif. Chapitre 8. Chapitre 8. Alors, le chapitre 8, rapidement, c'est le chapitre qui concerne donc la réclusion, l'internement aux îles. Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu, hein. J'ai dit à quoi ça ressemblait la réclusion. On voit ça très très bien dans le livre et dans le film Papillon. Et puisque Papillon, le fameux Papillon, il est reclus pendant un certain temps aux îles du Salut, et on peut voir à quoi ça ressemble la réclusion. Donc on en a parlé, on va pas revenir dessus. Donc chapitre 9, les libérés, j'en ai aussi parlé un petit peu, c'est-à-dire que les gens qui étaient libérés, ou bien pour rester un certain nombre d'années, ou bien définitivement, d'accord, eh bien, ils devaient se débrouiller pour vivre dans Cayenne, hein, dans la Guyane. Et beaucoup allaient, ou bien avaient l'autorisation, puisqu'on donnait des autorisations, de se rendre en Guyane, parce qu'il y avait des petits jobs qu'on pouvait faire plus facilement. Et notamment des jobs pour des travaux collectifs, on dirait aujourd'hui, des travaux d'intérêt collectif, c'est-à-dire pour les municipalités, pour la colonie, etc. Donc on réparait les routes, on entretenait les chemins, on confortait les berges des fleuves, on confortait les quais, tout ça, hein, ou bien devenaient dockers, ou bien d'autres métiers. Hein. Il y en avait qui accompagnaient les enfants à l'école, enfin vrai. Ils devaient se débrouiller pour survivre, puisque l'administration avait fini avec ces gens-là. Et donc, toutes ces conditions-là, des conditions extrêmement difficiles qu'on a évoquées, faisaient que, bien évidemment, les bagnards avaient une envie folle de fuir cet enfer-là. Ils ne voulaient absolument pas rester au bagne, ça se comprend. Oui. Et tous les stratagèmes, si vous voulez, étaient bons pour essayer de fuir le bagne. Et cette fuite-là, cette évasion-là, avait un nom, ça s'appelait la belle. Faire la belle, ça voulait dire fuir. Oui. Préparer la belle, ça voulait dire préparer son évasion. Faire la belle, partir. Tous les bagnards ne rêvaient que de belle.
Et certains l'ont réussi. Certains sont partis, ont fui le bagne, sont arrivés en Guyane hollandaise, enfin, dans les pays avoisinants. Alors, malheureusement, beaucoup décédaient pendant la belle, hein, parce que ils étaient mal préparés, les matériaux qu'ils avaient avec eux n'étaient pas de bonne qualité, ils s'égaraient en forêt, ils se faisaient reprendre aussi. Oui, souvent. Donc, la belle était quand même très, très, très difficile à réussir, mais il y en a qui l'ont réussi. Hein, il y en a qui l'ont réussi, et donc bon, ça fait qu'il y a une mythologie du bagne qui s'est mise en place. Alors je ne résiste pas quand même au désir d'évoquer des bagnards célèbres quand même pour finir, puisque bon, on les connaît un peu ou prou. Donc il y a eu Lumina Sophie, je l'ai dit, Médard Haribo, le capitaine Dreyfus, le fameux Papillon, qui est un bagnard qui est devenu célèbre après être passé au bagne, notamment, voilà, qui ont laissé leurs traces au niveau de la mémoire. Et donc, dans les années 30, petit à petit, les autorités ont décidé de finir avec ce système-là. Voilà. Donc, le dernier bagnard a été envoyé en Guyane en 1939. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Philippe, merci pour cette belle présentation du bagne qui nous a permis d'approfondir nos perceptions, nos représentations et puis découvrir certaines choses parfois erronées. En tout cas, si comme Cassandre, comme Pierre-Philippe, vous souhaitez présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, c'est possible, il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un agréable plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci Cassandre pour ta présentation. Merci beaucoup. Et c'est toujours un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Pierre-Philippe, pareil. Merci beaucoup, Ludovic. Pour ce pan de l'histoire. L'histoire, oui, de la Caraïbe, de la région, France, absolument. Même du monde. Oui, tout à fait. Et donc, merci à vous, chers téléspectateurs, pour l'honneur que vous nous faites de nous suivre chaque mercredi. Donc, je vous dis bonne fin d'après-midi et à très bientôt.